Salut les terriens, bienvenue dans le journal de l'espace, l'émission où on fait le tour de l'actualité spatiale de la semaine chaque vendredi. Je vous souhaite une très bonne vidéo. L'une des missions principales de la NASA, c'est de lancer des objets en orbite basse, et elle le fait très bien depuis plusieurs dizaines d'années, avec notamment la plus grande structure jamais assemblée en orbite, j'ai nommé la Station Spatiale Internationale. Malheureusement, souvent, ce qui monte doit redescendre, et si ce qui descend ne brûle pas dans l'atmosphère, il frappera forcément la Terre quelque part, et c'est là que ça coince un peu. En mars 2024, quelque chose ne s'est pas passé comme prévu puisqu'un support de batterie de la station a fini par s'écraser sur une maison en Floride. Tout a commencé en 2021 lorsque les astronautes ont remplacé les anciennes batteries de l'ISS par des batteries lithium-ion, on en avait d'ailleurs déjà parlé à l'époque dans le journal de l'espace. Ce remplacement faisait partie d'une mise à niveau du système électrique et les batteries périmées représentent environ 2,6 tonnes. Il était donc impossible de les stocker à l'intérieur ou à l'extérieur de l'ISS, trop dangereux et trop compliqué. Il y a 3 ans donc, le 8 mars 2021, les contrôleurs au sol utilisent alors le bras robotique de l'ISS pour libérer une palette pleine de batteries périmées dans l'espace. C'était le rejet le plus massif de toute l'histoire de l'ISS. D'après les calculs, elles auraient dû brûler lors de leur rentrée atmosphérique le 8 mars 2024, sauf que finalement, ce ne fut pas le cas. Alejandro Otero possède une maison à Naples, en Floride, pas en Italie. Il n'était pas chez lui, heureusement, le 8 mars, lorsque quelque chose a traversé son toit pour faire un grand trou au milieu du salon. Son fils, par contre, était présent à 2 pièces de là, et miraculeusement, personne n'a été blessé ou pire encore. Bon, ce n'est pas tous les jours que le ciel nous tombe sur la tête, et la NASA prend cet accident très au sérieux. Quelques jours après, les analyses du débris ont montré qu'il s'agissait bien d'un support utilisé pour monter les vieilles batteries sur la fameuse palette de chargement spéciale. Ce support particulier est fabriqué en superalliage Inconel, capable de résister aux environnements extrêmes, y compris la chaleur extrême. Il pèse 725 grammes et mesure environ 10 cm de hauteur sur 4 cm de diamètre. Alors vu les chiffres, vous avez vu, ce n'est pas très gros, mais à la vitesse où il traverse l'atmosphère, les dégâts sont forcément considérables, surtout sur une maison. On sait que la NASA est déterminée à éviter ce genre de mésaventure qui reste un cas grave. Une analyse détaillée est en cours pour déterminer la cause de la survie des débris. Les enquêteurs veulent savoir comment ces débris ont survécu sans brûler à leur retour. En effet, les ingénieurs utilisent des modèles pour comprendre comment les objets réagissent à la chaleur de rentrée et se brisent, et cet événement permettra justement de les affiner. On l'ignore, mais à chaque fois qu'un objet artificiel atteint le sol, les modèles sont mis à jour. Bon, même si la probabilité de vous prendre un morceau d'ISS sur la tête est extrêmement faible, sachez tout de même que ce n'est pas impossible. En janvier 1997, Lottie Williams se promenait tôt le matin dans un parc avec des amis à Tulsa, en Oklahoma. Ils ont alors vu une énorme boule de feu dans le ciel et ont tout de suite pensé observer une étoile filante. Un magnifique spectacle, sauf que quelque chose la frappa légèrement à l'épaule avant de tomber au sol. C'était comme un morceau de tissu métallique, et après avoir contacté les autorités, la jeune femme a appris qu'il s'agissait d'un morceau de réservoir de carburant d'une fusée Delta II. Cette drôle d'histoire a fait d'elle la première personne connue à avoir été touchée par des débris spatiaux, et on ose imaginer le résultat si cela avait été une pièce plus massive de seulement quelques grammes. Vous comprenez donc mieux maintenant pourquoi la NASA se préoccupe autant de ces problèmes de rentrée atmosphérique incontrôlée. La culpabilité de blesser ou même de tuer quelqu'un serait écrasante, sans compter les dégâts sur l'opinion publique. L'agence spatiale américaine, vous le savez, est déjà aux prises avec des contraintes budgétaires très contraignantes, et elle n'a donc certainement pas besoin de mauvaise publicité pour mettre davantage en péril ses projets. Pour compliquer les choses, l'ESA avait averti que tous les débris de la palette de batterie ne brûleraient pas. Malheureusement, il était difficile, voire impossible d'intervenir, car la rentrée atmosphérique fluctuante rendait impossible de prédire où les débris heurteraient la Terre. En tout cas pour la maison de cet habitant en Floride heurté par le débris, il faut espérer que son assurance prend en charge ce type d'événement. Cela fait déjà plusieurs mois que l'on vous en parle au journal de l'espace. Le grand programme lunaire Artemis monopolise une grande partie des ressources budgétaires de la NASA. Malheureusement, cette situation inconfortable oblige l'agence à faire des arbitrages parfois douloureux pour ses missions scientifiques, dont notamment sa grande mission martienne Mars Sample Return. Ces coupes budgétaires ne sont pas sans créer des contestations, et c'est pour ça que l'agence cherche actuellement des idées originales pour réduire les coûts et raccourcir le calendrier de retour des échantillons de Mars.
Lors d'un briefing le 15 avril, les responsables de l'agence ont annoncé qu'ils solliciteraient des propositions des centres de la NASA et de l'industrie sur une nouvelle conception après qu'un examen interne ait finalement confirmé les coûts exorbitants de l'ensemble du programme. Concrètement, cet examen a révélé que le programme actuel coûterait entre 8 et 11 milliards de dollars. C'est le même résultat qu'affichait une évaluation indépendante réalisée en septembre dernier. En résumé, l'agence n'a pas vraiment le choix que de remodeler en profondeur l'architecture de Mars Sample Return, car intégrer cette mission au budget global de la science planétaire sans affecter d'autres programmes retarderait tout simplement le retour des échantillons du début des années 2030 à 2040. En fin de compte, 11 milliards de dollars c'est trop cher, et ne pas renvoyer les échantillons avant 2040 c'est trop long, c'est ce qu'a déclaré l'administrateur de la NASA Bill Nelson. Comme je le disais, revoir toute la conception de Mars Sample Return est désormais crucial, mais ça ne sera pas facile. Cela commence par modifier le concept de l'atterrisseur de récupération d'échantillons, ou bien la fusée MAV comme Mars Ascent Vehicle. C'est elle qui doit placer les échantillons collectés en orbite, elle est donc au centre du projet. Une autre contrainte est de taille, tout ça doit aller vite, très vite même, et les propositions doivent être soumises à la NASA le 17 mai. Les premiers contrats pour des études préliminaires seront émis 90 jours après. Il y a donc une grosse pression sur ce programme, ce n'est plus un mystère, puisque Bill Nelson en personne a déclaré publiquement qu'il s'attendait à ce que tout le monde passe à la vitesse supérieure, et que des réponses sont attendues d'ici l'automne. Alors, comment faire ? Le retour à des technologies plus traditionnelles est une des pistes des industriels, elles nécessitent moins de développement et sont donc beaucoup moins chères et plus rapides à mettre en œuvre. Heureusement, la NASA possède un patrimoine technologique très important et je dirais même inestimable depuis les premières missions martiennes des années 90. C'est donc tout à fait envisageable de récupérer du savoir-faire existant sans devoir réinventer la poudre. L'autre idée complémentaire est immédiate, elle consiste à réduire le nombre d'échantillons ramenés sur Terre, ce qui permettrait de diminuer la taille de la petite fusée de retour, et donc de diminuer les coûts, la masse embarquée et bien sûr la complexité. Si Bill Nelson met autant de pression sur ses équipes, c'est aussi pour la simple et bonne raison que Perseverance a une durée de vie limitée malgré son générateur RTG, qui lui assure une fourniture en énergie constante et très fiable. À l'heure actuelle, il est prévu que le rover rentre en sommeil en 2028 pour attendre la mission de retour d'échantillons. Trop tarder serait alors prendre des risques importants, car n'oublions pas que les conditions martiennes sont rudes pour le matériel. Quoi qu'il en soit, cette mission doit avoir lieu et ne peut être annulée. Étant donné tous les moyens qui ont été mis en œuvre depuis plusieurs années déjà, tout sera fait pour s'assurer de voir un jour des échantillons de sol martien trôner dans un laboratoire terrestre. Quand on développe un télescope spatial, certaines étapes sont cruciales. Les ingénieurs de L3 Harris Technologies à Rochester, à New York, ont combiné la semaine dernière les 10 miroirs du futur télescope spatial, le Nancy Grace Roman de la NASA. Celui-là même qui doit essayer de comprendre l'origine de l'énergie sombre. L'énergie sombre, c'est un phénomène encore mystérieux, il s'oppose au ralentissement de l'expansion de l'univers, en d'autres termes à la gravitation qui devrait justement ralentir cette expansion. Alors, s'agit-il d'une nouvelle énergie inconnue ou faut-il remettre en cause la théorie de la relativité générale d'Einstein ? Pour ça, seul un télescope ultra spécialisé comme le Nancy Grace Roman ou Euclid, son homologue européen, peuvent aider les scientifiques à répondre à cette question. Mais revenons justement à nos miroirs. Ces tests préliminaires ont permis de montrer que les optiques nouvellement alignées, appelées IOA pour Imaging Optics Assembly, dirigeront bien la lumière vers les instruments scientifiques de Roman avec une extrême précision. Cet alignement doit forcément être parfait, c'est le préalable à la production d'images nettes une fois l'observatoire lancé dans l'espace. Avant cela, chacun des miroirs de Roman avait passé des tests individuels, mais c'est la première fois qu'ils sont testés ensemble. L'optique du télescope est cruciale pour toutes les futures observations de Roman. En plus du grand miroir primaire et du miroir secondaire, 8 miroirs relais servent aux 2 instruments scientifiques de Roman. Quand on parle d'extrême précision, il s'agit concrètement ici d'aligner les 10 miroirs du télescope avec une tolérance qui ne dépasse pas la largeur d'un cheveu humain. Ce processus d'alignement est méticuleux et aussi très long, il a fallu 1 mois pour finalement, petit à petit, améliorer la netteté des images de test pour arriver à la perfection. Une fois les miroirs correctement placés, les techniciens les ont verrouillés de manière permanente. Cependant, 3 des miroirs seront toujours mobiles dans l'espace grâce à des actionneurs. Ce sont ici des mécanismes très précis qui contrôlent la position des miroirs et permettront aux astronomes de corriger et d'affiner encore plus précisément l'alignement une fois que Roman aura commencé ses observations.
La prochaine grande étape pour le télescope sera les essais de vibration et d'acoustique. Les ingénieurs compareront les mesures prises avant et après ces tests pour s'assurer que les optiques résisteront aux fortes secousses et aux ondes sonores intenses du lancement. Ensuite, l'IOA subira un dernier examen de la vue, cette fois dans des conditions de vide et à sa température de fonctionnement qui est très froide. En effet, les matériaux se dilatent et se contractent avec les changements de température, et l'optique de notre appareil passera des conditions de température ambiante sur Terre à une température glaciale de moins de 130 degrés Celsius dans l'espace. Il faut donc être certain que tout fonctionnera parfaitement, surtout que ce télescope sera placé au point de Lagrange L2 du système Terre-Soleil, situé, vous le savez maintenant, à 1,5 million de kilomètres de notre planète. C'est au même endroit que son illustre cousin le James Webb, donc j'insiste, aucune réparation ne sera possible à une telle distance. Si tout va bien, l'ensemble des systèmes optiques, dont l'IOA est un élément essentiel, devrait être terminé et livré au Centre spatial scientifique Goddard cet automne pour un lancement toujours prévu en 2027. Voilà une information à la fois fascinante et inquiétante. Un nouveau trou noir vient d'être observé par l'ESO, le European Southern Observatory, dans notre propre Voie lactée. Il s'agit du deuxième plus gros trou noir repéré dans la Voie lactée, juste derrière l'immense Sagittarius A étoile qui occupe le centre de notre galaxie. L'ESO et les trous noirs, c'est une histoire d'amour qui dure depuis de longues années déjà. Les astronomes de cette prestigieuse institution sont des spécialistes mondialement reconnus de ces géants cosmiques. On leur doit déjà une montagne de progrès importants sur ces objets, dont le tout premier portrait de Sagittarius A étoile, l'immense trou noir supermassif qui structure en fait toute notre Voie lactée. Leur dernière découverte est donc un trou noir record qui en plus se paye le luxe d'évoluer discrètement près de la Terre. En effet, ce curieux objet, baptisé Gaia BH3, a été repéré à seulement 1924 années-lumière de notre berceau. Bon, il s'agit bien évidemment d'une distance très importante pour nous les humains, mais par contre, lorsqu'on raisonne à l'échelle de l'univers, et même de notre galaxie, on peut considérer qu'il est situé à 2 pas de notre planète bleue. En fait, c'est même le deuxième trou noir connu le plus proche de nous, juste derrière Gaia BH1, qui repose à environ 1500 années-lumière de nous. Je suis sûr qu'avec ça, je viens de vous apprendre pas mal de choses. Bon, rassurez-vous les terriens, heureusement c'est encore bien trop éloigné pour représenter une quelconque menace, et personne ne risque d'être avalé par ce monstre. Ici, il faut aussi savoir qu'il n'y a pas que sa proximité qui le rend assez unique, il se distingue également grâce à sa masse. Gaia BH3 rentre dans la catégorie des trous noirs de masse stellaire, c'est-à-dire ceux qui naissent de l'effondrement gravitationnel des étoiles en fin de vie. Ces derniers restent loin de pouvoir rivaliser avec les trous noirs supermassifs comme Sagittarius A étoile, dont la masse représente 4,3 millions de fois la masse de notre Soleil. Mais cela reste tout de même des monstres que l'on mesure en nombre de masses solaires. En règle générale, les représentants de cette catégorie sont environ 10 fois plus lourds que notre étoile, et dans notre galaxie, le record revient à Cygnus X1 avec environ 21 masses solaires au compteur, ou du moins, c'était le cas jusqu'à présent. En effet, les données collectées par les chercheurs indiquent que notre nouveau trou noir Gaia BH3 pèse environ 33 masses solaires. Il s'agit donc d'un nouveau record pour trou noir de masse stellaire situé dans la Voie lactée, et sa relative proximité va permettre de l'étudier en détail, ce qui reste inespéré pour les scientifiques du monde entier. Voilà les terriens, j'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous aura encore appris plein de nouvelles choses. N'oubliez pas comme d'habitude le pouce pour nous soutenir, les petits commentaires qui font toujours plaisir à l'équipe, et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne et à la chaîne secondaire, le journal de la Starbase, pour retrouver toutes nos vidéos. On se retrouve très vite pour la suite, salut les terriens.